Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve côté enclos des canards pour faire le point sur ce petit élevage. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai conduit leur enclos sous forme de forêt-jardin, donc pour l'instant ce sont que de jeunes arbres et arbustes, mais étant donné que j'ai fait la même chose côté poules et que cela n'a pas du tout évolué pareil, je pense que c'est important d'en parler et de faire un petit retour après 2 ans. Donc côté poule, la prairie s'est très vite changée en zone désertique au niveau du poulailler. Donc en bas, il y a encore un petit peu d'herbe, mais vraiment devant le poulailler, c'est désert. La sélection des plantes qui poussent encore, elle est vraiment drastique. En gros, il n'y a que des orties et du plantain lancéolé qui arrivent encore à pousser à cet endroit. Tous les arbres et arbustes plantés ont dû être protégés par un grillage. Côté canard, il n'y a aucune protection qui a été nécessaire, contrairement aux poules qui grattent le sol, qui découvrent les racines des arbres, qui arrachent sans arrêt en fait les jeunes pousses d'herbe. Les canards, eux, même s'ils ont un régime alimentaire comportant une part importante de végétaux, ils n'abîment pas du tout la végétation parce qu'ils n'ont pas ce comportement de grattage compulsif. L'enclos fait environ 50 mètres carrés. Le grillage qui les empêche de sortir, il fait 50 cm de haut. Et ça, c'est suffisant pour les coureurs indiens parce qu'ils ne savent pas voler, ce qui n'est pas toujours vrai pour les autres espèces de canards. La moitié du parcours est à l'ombre d'un tilleul centenaire. Et voilà. Donc pendant 2 ans, j'ai eu un couple de canards coureurs indiens. Et là, j'ai 3 jeunes canetons, ceux que vous avez vus dans les vlogs, qui ont été intégrés à l'enclos. C'est les bébés en fait de ces deux-là, mais que j'ai fait éclore de manière artificielle. J'ai donné mon mâle à mon grand-père la semaine dernière parce qu'il attaquait mes jeunes et il en a blessé un. Donc voilà, j'ai gardé que la femelle. Il y a un enclos pour la nuit parce que nous, on les ferme tous les soirs pour les protéger des prédateurs. Et exceptionnellement, il y a aussi un petit enclos extérieur parce qu'en fait, la canne, elle a décidé de couver au fond du parcours, tapis dans les herbes hautes. Donc pour la protéger du renard, on l'a couverte avec un petit enclos carré, grillagé. Et la porte est laissée ouverte la journée pour qu'elle puisse aller se baigner, parce que c'est important pour l'humidité des œufs. Nous avons aussi une petite mare dans le parcours, parce que les canards, ils ont besoin de se baigner. Donc, contrairement aux autres races de canards qui ont besoin d'une surface d'eau assez conséquente, les coureurs indiens, eux, ils ont quand même besoin de peu d'eau. Une grande bassine, ça leur convient. Mais donc, il va falloir penser à ajouter un petit coin d'eau. Je trouve que les coureurs indiens, c'est vraiment une race qui est très adaptée aux personnes qui ont des petites surfaces, parce que vous pouvez combiner différentes choses sur cette zone. La canne, elle pond pratiquement autant d'œufs que mes poules, environ 200 œufs par an. Et je pensais que c'était une mauvaise couveuse, parce que pendant 2 ans, elle n'a jamais voulu couver, sauf que là, elle vient de me faire mentir, parce qu'elle couve très très bien ses œufs depuis maintenant presque 2 semaines. Reste à savoir si elle saura bien les élever. Voilà. Mais globalement, les coureurs indiens sont considérés comme étant moins bonnes mères que les barbaries, par exemple. Donc pour ceux qui veulent des œufs sans que leur terrain soit détruit par les griffes des poules, prenez des canards coureurs indiens, c'est vraiment l'idéal. Pour la viande, ça l'est beaucoup moins parce qu'ils en ont presque pas, c'est des petits gabarits. Par contre, les canards barbaries, c'est mieux pour la viande. Si vous voulez vraiment élever des canards pour la viande, il va falloir s'orienter vers plutôt des barbaries. Par contre, le parcours doit être adapté parce que la clôture de 50 cm, ça suffira plus. Et voilà, ils volent bien. Et je peux pas vous dire s'ils respectent aussi bien la végétation parce que j'en ai jamais eu de cela. Donc voilà, dans ce petit enclos de 50 mètres carrés, on a à la fois un élevage de canards qui nous produit de bons œufs, plus gros et plus protéinés que ceux des poules, mais en plus j'ai disposé mes 2 ruches. La cohabitation, elle se passe à merveille. Les canards ne touchent pas aux abeilles. J'ai un caneton qui s'est fait piquer une fois sur la langue quand il était tout bébé. Ça lui a servi de leçon. Maintenant, ils essayent pas en fait de manger les hyménoptères. J'ai vu de mes propres yeux le petit caneton qui s'était fait piquer courir vers une abeille. Et en fait, il s'est aperçu que c'était une abeille à peu près 20 cm. Et là, il s'est direct arrêté. En fait, il s'est souvenu qu'il s'était fait piquer et que les abeilles, faut pas les manger. Et les abeilles, c'est pareil, elles savent qu'ils leur veulent pas de mal et donc elles leur disent rien, même quand ils passent devant l'entrée, ça ne les dérange pas du tout. Donc sur cette zone, j'ai aussi déposé des bûches ensemencées de shiitake qui n'ont pas encore fructifié. Et le reste, j'ai planté des fruitiers et des petits fruits un peu partout. Donc il y avait déjà un sureau qui était présent, il avait été coupé assez souvent, moi j'ai laissé s'épanouir et là il nous offre maintenant des belles ombelles de fleurs. Donc les fleurs sont en partie récoltées, on peut faire plein de choses avec. Et ensuite en août, les fruits des ombelles qu'on aura laissées vont donner plein de petites baies rouges qu'on récolte, surtout pour les sirops, mais vous pouvez faire des confitures avec. Moi je fais que du sirop. Donc les canards, ils mangent quelques fruits des arbres et des arbustes, mais comme ils peuvent pas aller au-delà de 50 cm, ils nous en laissent largement pour nous. Ici, par exemple, j'ai mis un pied de cassis et une glycine, un pain à pignon, des groseilliers et des framboisiers.
et il le touche pas trop. Là, ce framboisier, c'est un Polar Berry, c'est une variété de framboise de couleur blanche de très gros calibre. On a aussi mis un mûrier sans épines. Voilà, j'ai aussi un prunier, un faux pistachier que je vous avais déjà présenté dans la série des 5 plantes rares et comestibles. Ça donne des petites pistaches, mais la coque elle est un peu plus dure et assez difficile à enlever par rapport aux vraies pistaches. Voilà, j'ai planté aussi un arbre à miel, donc ça c'est surtout pour les abeilles. J'ai ajouté 2 pommiers belles de Boskop qui sont au niveau des sureaux, et j'ai aussi des lauriers éteints. Alors les lauriers éteints, ça fait pas de fruits comestibles. Par contre, les fleurs sont intéressantes pour les abeilles parce qu'en fait, elles fleurissent en novembre et ça s'étale un petit peu tout l'hiver. Donc, ça leur offre une ressource quand il y a vraiment peu de fleurs, au cas où elles sortent, quoi. Les feuilles sont dites domaciées. En fait, elles ont des petits poils dessous qui abritent plein d'acariens auxiliaires qui sont des prédateurs des acariens néfastes au verger. Donc, c'est très intéressant d'en disposer dans les haies qui bordent les arbres fruitiers ou à côté ou même au milieu de votre verger. J'ai mis aussi un petit cerisier, un pêcher, mais ils seront déplacés quand j'aurai le terrain de pâturage là. Je savais pas trop où les mettre, donc en attendant, je les ai laissés ici. Mais voilà, je pense qu'ils sont bien trop près des autres arbres fruitiers, donc je pourrais pas les laisser là. J'ai mis également un amamélis pour sa floraison très précoce, toujours pour les abeilles. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, vous pouvez vraiment planter pas mal de choses en cohabitation avec les canards. Pour l'instant, il n'y a que le sureau et le groseillier qui sont très productifs. Les autres sont de jeunes plantations, donc pas encore de fruits. Mais déjà, sur le groseillier, ils y touchent pratiquement pas. En tout cas, il nous reste largement de baies pour notre consommation personnelle. Ça leur arrive de grappiller quelques grappes très basses, mais vraiment avec parcimonie. Et de toute façon, mon but, c'était quand même de leur faire un petit parcours où ils pourraient trouver leur nourriture de façon plus ou moins autonome. Donc ça ne me dérange pas en fait qu'ils consomment les fruits que j'ai disposés dans leur parcours. Je laisse aussi monter les graminées à graines. Là, vous voyez que l'herbe est très haute. Et en fait, ils se régalent des petits grains là que vous voyez au bout de cette plante. Là, je ne sais pas exactement quelle graminée c'est. Et voilà, même avant qu'ils soient mûrs, ils vont grignoter ce petit truc-là. Vraiment, ils aiment beaucoup ça. Pendant toute la période humide, au printemps et à la fin de l'automne, je leur donne des limaces, des escargots que je trouve. Alors globalement, on a pratiquement pas de limaces, hein. On a surtout des escargots, mais vraiment, ils en raflent les escargots. Alors pour l'instant, ils sont pas totalement autonomes hein, sur leur alimentation. On leur donne quand même un petit peu de grains, mais je remarque qu'ils en mangent assez peu au final, comparé à ce qu'ils mangent dans le parcours. Hein. Ils sont en permanence en train de fouiller partout. Voilà. L'année dernière, on avait fait 2 fauches dans l'année. Cette année, on tente de tout laisser tel quel pour voir comment ça se comporte. Je suis aussi en train de faire pousser des courges pour voir s'ils les abîment ou pas. Je vous en dirai plus cet automne à ce sujet. On va revenir vite fait à la petite mare. La mare, elle se salit très très vite. Hein. Ce que je fais, c'est que je récupère cette eau chargée en excréments, hein, parce qu'ils font leurs besoins dedans. Et j'arrose les plantes gourmandes avec, donc principalement les courges, les tomates, les choux. Et je la dilue pas en fait. Au départ, je la diluais, j'avais peur que ça brûle mes plants, que ce soit trop concentré. Et même quand c'était vraiment bien concentré, pas du tout, il n'y a eu aucun souci. Donc ça, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, donc comme ça, après, je leur remets de l'eau bien propre. Ça permet d'avoir une eau qui est en fait utilisée 2 fois et qui en plus est enrichie pour la deuxième utilisation. Donc ça, c'est anti-gaspillage. Voilà, il y a la moitié donc de cet enclos qui est un endroit assez frais à cause de l'ombre du tilleul. Pas humide, hein, mais frais. Et je pense que c'est important pour les canards d'avoir une partie du jardin fraîche parce que sous les petites feuilles, sous le paillage, ça reste humide plus longtemps et donc il y aura potentiellement plus de gaz séropone. Je vous ai déjà expliqué que j'avais une partie du jardin alimentaire conduite en forêt-jardin et une partie en permaculture, mais plutôt conventionnelle, hein, avec des lignes et uniquement des annuelles. Dans cette partie, qui sera pratiquement vide à partir du mois de novembre, les canards ils seront lâchés pour assainir le terrain. Dans la partie forêt-jardin, par contre, je les lâche que quand les choux sont bien hauts et que les épinards et salades sont pas encore repiqués parce qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est légumes-feuilles. Voilà. Sinon, globalement, ils touchent pas aux vivaces et ils se contentent de fouiner entre, quoi. Voilà. Ils font quand même nettement diminuer la population de gastéropodes. Hein. Ça, c'est vraiment un fait avéré. C'est pas du mytho. Le fait en plus que leur enclos soit collé aux 2 zones potagères, ça forme également une sorte de barrière en fait pour le potager. Et les limaces, en fait, elles ont peu de chances de venir de l'enclos des canards vers le potager, en fait, puisqu'elles y sont traquées sans relâche. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer, j'ai essayé de penser cet enclos de façon globale, hein, avec chaque chose qui peut servir à l'ensemble du système. Sur 50 mètres carrés, on peut donc produire des œufs, du miel, des champignons, des petits fruits rouges, des pommes, des cerises, des prunes. Il y a vraiment un petit peu de tout.